Dans un premier temps, essayer de situer cette juridiction prud'homale dans l'organisation, on appelle juridictionnelle, hein, l'organisation, l'ensemble des tribunaux de notre beau pays, la France. Voilà. Alors, cette juridiction, pour cette juridiction, elle se situe dans dans l'ordre civil, déjà pour commencer. Il y a trois ordres dans cette organisation, civil, pénal et administratif. Ordre civil, on a nous notre petit conseil de prud'homme, juridiction de premier degré, je vais vous la présenter après par rapport à sa spécialisation et son fonctionnement. Donc, juridiction de premier degré, il y a 210, 211 conseils de prud'homme moi, en France, peu importe. On est donc au même niveau premier degré que le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Donc, si je veux donner une teinte par rapport au CSE, dans un conseil de prud'homme, un CSE qui est formé pourrait peut-être accompagner des salariés, pourquoi pas. En général, c'est 95% des demandeurs sont des salariés dans les conseils devant les conseils de prud'homme. Donc, un CSE pourrait accompagner un salarié dans la mesure où ils sont plutôt formés, ils ont plutôt l'habitude de prendre la parole, ils ont plutôt une appétence pour le droit du travail, pour les relations sociales. Donc, pourquoi pas qu'un membre du CSE, secrétaire ou pas d'ailleurs, accompagne des salariés ou un salarié devant le conseil de prud'homme, sachant que le conseil de prud'homme ne s'occupe que des litiges individuels liés au contrat de travail. Dans cet ordre judiciaire, donc au niveau des juridictions civiles, on a à côté le tribunal de commerce. Un CSE pourrait y avoir à faire quelque chose s'il y avait une difficulté d'entreprise, redressement judiciaire ou liquidation, mais ça c'est un peu tard. Redressement judiciaire avec, pourquoi pas, nommer un membre du CSE parmi les représentants des salariés. Il y a les représentants des créanciers, il y a également les représentants des salariés. Donc là encore, les membres du CSE ont plutôt l'habitude de prendre la parole, donc ils seraient peut-être plus à l'aise et ils pourraient très bien représenter les salariés devant le tribunal de commerce. Donc ça c'est une juridiction également civile. On a le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, c'est la réunion depuis 2020 du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance. Tribunal d'instance, qu'est-ce qu'on y fait? Pour ce qui nous intéresse, c'est SE. Tout ce qui est problème de désignation, d'élection professionnelle, donc du CSE, Comité social et économique, serait de la compétence du tribunal judiciaire. On ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Dans le tribunal d'instance, c'est l'ancien tribunal d'instance, tribunal de grande instance, ce serait tout ce qui est problème plutôt d'ordre collectif, notamment l'interprétation ou l'application d'une convention collective. Donc, on pourrait avoir des gens du CSE qui pourraient euh, se mettre aux côtés des organisations syndicales et initier un procès par rapport à un contentieux relatif à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective. On a joint à ce tribunal judiciaire, le nom est un peu curieux, tribunal judiciaire, le pôle social. Le pôle social, c'est ni plus ni moins que l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale. Donc là, on y traite de tout ce qui est problème d'URSSAF, de cotisation, etc. On y traite tout ce qui est problème de reconnaissance de maladies professionnelles, d'accidents du travail. Tout ça, ça se passe devant le pôle social. Et puis, il peut y avoir également le volet à ce niveau-là, pourquoi pas, d'une reconnaissance de harcèlement. On dira un mot plus tard sur les harcèlements, puisqu'il y a deux types de harcèlement. Pôle social. Donc là, on est dans une série de juridictions civiles, premier degré, et la constante chez nous au niveau de l'organisation, c'est donc une possibilité d'avoir un appel possible à un second degré, et donc il y a un second degré de juridiction devant les cours d'appel. Cours d'appel, il y en a une quarantaine en France. Cours d'appel, donc divisé en chambre sociale, chambre commerciale ou chambre civile. Au-dessus de cet appel, c'est pas un troisième degré de juridiction en tant que tel, c'est la Cour de cassation, il n'y en a qu'une à Paris, au Quai de l'Horloge, il n'y en a qu'une, divisée en chambre sociale, commerciale et civile. Et elle, cette Cour d'appel, avec des magistrats professionnels, hein, comme en Cour d'appel, les magistrats professionnels de la Cour de cassation vont examiner la façon dont la Cour d'appel a appliqué le droit et la façon dont la Cour d'appel a appliqué, respecté sa propre jurisprudence à elle, Cour de cassation. Il faut noter qu'on a un système avec un Parlement, etc., Assemblée nationale et Sénat, qui crée des textes de l'exécutif, on a des lois notamment. Eh bien, on retrouve, nous, et c'est une particularité dans notre
organisation, en tout cas, on a des magistrats de la Cour de cassation, qui sont des fonctionnaires, hein, qui peuvent prendre des décisions, qui vont faire, comme on dit, jurisprudence, et qui vont venir ou compléter la loi, ou carrément faire la loi. Un beau jour, la Cour de cassation dit pour qu'une procédure d'inaptitude soit valable, il faut d'abord et avant tout une recherche de reclassement. S'il n'y a pas de recherche de reclassement, hormis les cas de dispense, les deux cas de dispense, s'il n'y a pas de recherche de reclassement, le licenciement ne sera pas correct, ne sera pas bon du tout. Donc ça, sont nos juridictions civiles, d'accord? L'aspect pénal, il faut savoir qu'il y a un volet pénal dans le droit du travail, donc le CSE peut être concerné. Euh, Bon, au tribunal de police, les amendes, on laisse tomber. Le tribunal correctionnel, on peut avoir devant le tribunal correctionnel des actions par rapport au CSE notamment, par rapport à sa désignation ou par rapport à son fonctionnement. Le tribunal correctionnel, donc, on est dans le domaine du délit pour cette juridiction, ce tribunal. C'est une juridiction pénale, donc il y a un risque d'amende et de peine de prison. Tribunal correctionnel, on a deux sortes de délits en droit du travail. Le délit d'entrave, c'est-à-dire on a l'effectif requis pour désigner un CSE et on ne le fait pas. L'employeur laisse faire et laisse filer le temps et il ne désigne pas de membre du CSE. Il serait dans ce qu'on appelle le délit d'entrave. De même, le CSE, donc pour les plus de 50 salariés, a des budgets, fonctionnement, activités sociales et culturelles, etc. Le fait de ne pas verser les subventions, les dotations, les budgets serait constitutif de délit d'entrave au fonctionnement du CSE. Ne pas le réunir régulièrement, hein, c'est les 6 réunions par an ou davantage selon le nombre de salariés, ça serait constitutif d'un délit également d'entrave. Tout ce qui est gêne donné au fonctionnement, mise en place du CSE. Donc ça, c'est volet pénal. On a un autre volet pénal dans le droit du travail, c'est ce qui s'appelle le délit de travail dissimulé. Travail dissimulé, l'employeur de façon intentionnelle ne ferait pas apparaître sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées ou des heures supplémentaires, complémentaires ou supplémentaires effectuées. Il y aurait une différence entre les heures réellement effectuées et puis celles qui apparaissent sur le bulletin de paie. Ce serait constitutif d'un délit de travail dissimulé. Ce n'est pas uniquement l'employeur qui ne déclare pas ses salariés, hein. Donc il y a un volet pénal dans le droit du travail, notamment celui-là. Si je veux aborder la notion de harcèlement, parce qu'on discutera peut-être plus tard de cette notion-là, et les fameux contentieux développés par les salariés ou les ayants droit plus exactement de France Télécom à l'époque et de Orange, eh bien les salariés ou les ayants droit plus exactement, compte tenu de ce qui se passait, ont saisi le tribunal correctionnel pour faire reconnaître cette notion de management tout à fait toxique, de harcèlement. Et donc, dans un premier temps, on fait reconnaître le délit, donc le PDG et la responsable des ressources humaines s'est retrouvée devant le tribunal correctionnel, donc on est dans les années 2009-2010, tribunal correctionnel qui a prononcé des peines de prison. Donc pour le responsable, c'était M. Bompard, lui, il a eu droit à une amende de 10 000 euros et une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 4 avec sursis. Et la RH, la responsable des ressources humaines, par rapport à ce plan qui visait surtout à réduire les effectifs de l'ordre de 2000 personnes quand même, et par rapport à des méthodes tout à fait bon, particulières, en tout cas dirons-nous, se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel. Dans un deuxième temps, il y a eu un appel devant la cour d'appel, hein, chambre correctionnelle. Les peines de prison ont disparu dans ce dossier-là, et ces dossiers se retrouvent aujourd'hui devant la Cour de cassation. Donc, vous voyez, on est en 2024, c'est des dossiers qui datent de 2009-2010. Juridiction pénale, donc volet pénal par rapport au droit du travail, et on pourrait avoir des gens, des membres du CSE qui soient intéressés par une action devant ce tribunal. Dernier volet ou filière, la partie administrative. Donc pour nous, droit du travail, on aurait les problèmes liés au contenu du règlement intérieur de l'entreprise. Il faut savoir, donc, on y met tout ce qui est procédure disciplinaire, tout ce qui est hygiène, sécurité, les définitions du harcèlement ou des harcèlements, le volet droit du travail, le volet pénal. Tout ça, on le retrouve dans les règlements intérieurs de l'entreprise ou des entreprises. On a également, donc, dans ce règlement intérieur, donc,
un rôle à jouer pour le CSE, puisque l'avis du CSE est requis sur le projet de règlement intérieur. Il y aura donc une réunion consacrée, au moins avec un ordre du jour consacré à l'examen de ce règlement intérieur. Il faut savoir qu'en 2023, il y avait deux occasions pour l'actualiser. Au mois de mars, la notion qui avait évolué sur le harcèlement, notamment la notion, si je puis dire, de groupe par rapport au harcèlement, et donc plusieurs personnes qui harcèleraient une autre personne. Et puis en septembre, la notion de protection des lanceurs d'alerte, qui doit figurer également dans ce règlement intérieur. Il est soumis pour avis au CSE. En double exemplaire, on en déposera un auprès de l'inspection du travail, un autre au conseil de prud'homme du ressort de l'entreprise. Et un beau jour, l'inspecteur du travail peut se donner l'idée de regarder ce qu'il y a dans le règlement intérieur et puis faire retirer telle ou telle disposition sur la géolocalisation, sur la vidéosurveillance, sur la fouille des vestiaires, sur les recours aux alcotests, aux tests salivaires, etc. C'est tout ce qu'on trouve dans les règlements intérieurs. Et donc pourrait demander à l'entreprise de bien vouloir retirer telle ou telle disposition qui lui semblerait pas conforme. Donc, tribunal administratif, entreprise peut y être invitée de temps en temps. Et puis, surtout, on a la volée, pour rester sur le CSE, de tout ce qui concerne le licenciement et ce qu'on appelle le statut protecteur ou la protection attachée au statut de membre du CSE, ou pour lesquels une autorisation est absolument indispensable pour pouvoir prononcer le licenciement d'un membre du CSE. Les cas de recours, recours contentieux, recours hiérarchique auprès du ministre et l'autre recours contentieux devant le tribunal administratif. Tribunal administratif, cour administrative d'appel, ici chez nous ce serait Bordeaux, et puis après il peut y avoir le Conseil d'État. Voilà pour une présentation donc de l'organisation judiciaire ou juridictionnelle, en tout cas au niveau national, pour essayer de vous donner un peu de repères dans toutes ces juridictions. Elles sont nombreuses. Il ne faut pas se tromper d'ordre, il ne faut pas se tromper de compétences par rapport à la saisine de telle ou telle juridiction. Donc, j'ai eu l'idée de représenter cette organisation juridictionnelle avant de passer à la présentation elle-même du Conseil de prud'homme. Voilà, donc dans le petit, présentation de la juridiction prud'homale. Alors déjà, c'est une juridiction, c'est un tribunal qui porte pas très bien son nom, puisqu'on a, on l'appelle conseil, et beaucoup notamment de salariés, pensent qu'ils peuvent s'adresser au conseil de prud'homme pour avoir des renseignements sur telle ou telle situation de travail. C'est pas du tout le cas, c'est un tribunal, donc on y va de façon volontaire ou forcée si on est l'entreprise, puisque dans une majorité de cas, c'est l'entreprise qui est concernée, qui est en défense, et les salariés sont en demande. La juridiction prud'homale, donc, ce tribunal, spécialisé. On va que dans l'enseignement de prud'homme au niveau de la matière, traiter des heures supplémentaires. On va pouvoir traiter du harcèlement également, bien sûr de tout ce qui est licenciement, contentieux du licenciement, quelle que soit l'origine de la rupture. Côté entreprise, il pourrait y avoir des cas de démission où l'entreprise serait en demande, des ruptures de contrat à durée déterminée également, une rupture abusive de période d'essai, pourquoi pas, mais c'est très très limité. Et puis on dira un mot peut-être des ruptures conventionnelles. Cette rupture conventionnelle, donc, qui existe depuis 2 minutes, elle est faite justement pour éviter les contentieux. Donc il y a très peu de contentieux liés aux ruptures conventionnelles. Il y a peut-être 3 à 4 % de litiges liés à la rupture conventionnelle. Ce type de litige sur la rupture conventionnelle, c'est le fait d'avoir surpris le consentement du salarié, de ne pas lui avoir donné toutes les informations, de ne pas lui avoir permis de se renseigner et d'être suffisamment informé, donc auprès de l'inspection du travail, auprès de tel ou tel avocat, de telle ou telle organisation syndicale, auprès de Pôle emploi également, puisqu'il y a il y a un impact important par rapport au Pôle emploi et au versement des allocations de chômage. L'autre aspect, ben, c'est la Cour de cassation qui est venue ajouter des contraintes ou des
les limites à cette rupture conventionnelle. Notamment, il faut absolument donc pouvoir prouver que le salarié a pu bénéficier d'un d'un délai de réflexion, qu'on n'a pas surpris son consentement. L'autre aspect, c'est que, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est qu'il faut absolument avoir la preuve qu'on a remis au salarié un des trois exemplaires de la rupture conventionnelle. Donc, sur le document SERFA, on fait figurer, moi en toutes lettres, en tout cas de façon manuscrite par le salarié, je fais figurer le fait que M. Untel est bien en possession d'un exemplaire de la rupture conventionnelle. Les remises en cause des ruptures conventionnelles, le temps qu'on y est sur ce sujet-là, seraient liées également à des situations de harcèlement. On aurait pressé le salarié et on l'aurait pas mis dans de bonnes conditions par rapport à son consentement. Et l'autre type de litige, ce serait le fait que le salarié ou la salariée n'était pas en grande forme, elle était plutôt en dépression, et donc au niveau psychologique et au niveau moral, elle a signé la convention sans savoir réellement à quoi cela l'engageait. Donc très peu de litiges sur la rupture conventionnelle. La juridiction prud'homale, donc litige individuel lié au contrat de travail. On a, au niveau des particularités, on va trouver les organisations syndicales d'un côté et les organisations patronales qui, depuis 2018, vont désigner leurs représentants. Donc il faut être adhérent ou d'une organisation syndicale si on veut faire partie du collège salarié, et il faut être adhérent d'une organisation patronale, MEDEF, CPME ou UDP, des entreprises de proximité, pour pouvoir être désigné conseiller prud'homal. On a autant de délégués, de membres de l'élément employeur que de l'élément salarié. Par exemple, à Pau, il y a 66 conseillers, 33 sont du collège employeur, 33 autres sont du collège salarié. Donc, parité, et également pour ces désignations, dans les présentations, il fallait respecter la parité homme-femme sur la présentation des membres ou futurs membres des conseils de prud'homme. Autre particularité, une alternance. On a des présidences de section, il y a 5 sections, je vous les citer. On a une alternance au niveau de la présidence de section, d'une année sur l'autre. On a un président employeur la première année, la seconde année, ce sera un président salarié. Si on a un président salarié, on aura un vice-président employeur. Pareil pour la présidence générale du conseil, j'ai envie de dire, où il y aura un président de l'élément employeur l'année aujourd'hui, cette année par exemple, en début d'année, on désigne, et ben, le vice-président sera salarié. Et l'année suivante, ce sera l'inverse, on aura un président salarié et un vice-président employeur. Ça, c'est le mode de désignation. Avant 2018, c'était des élections. Maintenant, ce sont des désignations. C'est un peu plus léger. C'est un peu moins lourd, en tout cas, que les élections de l'époque. Au niveau du fonctionnement, on a une répartition entre 5 sections. Section de l'agriculture, qui enregistre très peu d'affaires hein, d'une manière générale, qui est peut-être vouée d'ailleurs, si on parle de l'avenir des juridictions, qui est peut-être vouée à rejoindre une autre section pour la supprimer, parce que vraiment, il y a peu d'affaires dans section agricole. En section agriculture, vous aurez les problèmes de la MSA, par exemple, les problèmes du crédit agricole, et puis on a bien sûr tout ce qui est la partie agriculture elle-même, notamment. Une section, donc, section agriculture. Autre section, l'industrie. Donc, par rapport au code APE, on enregistre le dossier au niveau administratif, on va aiguiller le dossier dans telle ou telle section. Donc, section industrie, on voit ce qu'il peut y avoir donc, au niveau des entreprises du domaine industriel. On a la section du commerce, troisième section, section du commerce, qui est assez chargée, comme l'industrie. On a la section des activités diverses, où passent les associations, les employeurs particuliers. Employeurs particuliers, je me permets d'en dire un mot à chaque fois que j'ai l'occasion. Si vous avez parmi votre entourage euh, des particuliers qui utilisent les services d'un jardinier, d'une femme de ménage, etc., le conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de passer par une association ou une structure privée, mais d'éviter de se retrouver employeur de la personne en direct, parce qu'on va voir que va devoir s'appliquer le code du travail et la convention collective. Donc on a
En plus, en général, dans les employeurs particuliers, on a affaire à du temps partiel. Le temps partiel n'est pas très souple, il est même plutôt rigide. Donc, il faut faire attention. Et le conseil qu'on peut donner entre nous, c'est d'éviter d'être employeur direct de la personne en question. Donc ça, c'est la section des activités diverses, donc les associations, les ambulanciers passent là également, transport routier. Et puis, on a une dernière section, l'encadrement. L'encadrement où les cadres peuvent choisir, ils ont leur propre section avec des contrats internationaux, avec des contrats des problèmes liés au forfait jour, on a ce type de remise en cause de forfait jour. Et on a également cette catégorie de commercial qu'on appelle les VRP, voyageurs représentants placiers. Donc, placiers, ça passe devant la section de l'encadrement. On a une compétence territoriale, donc par rapport au lieu où se déroule le travail, le contrat de travail, ben, ce sera la compétence de Pau. Si ça se passait hors de tout établissement, déjà, nous, on a ici avec la région de Pau, on a pas mal du secteur parapétrolier qui intervient, notamment dans les pays africains, dans certains pays africains, Congo, etc. On peut avoir des choses comme ça. Ce serait par rapport au domicile du salarié qu'on saisirait le conseil de prud'homme de Pau. Il ne faut pas se tromper de section, donc on a une des 5 sections à choisir et c'est le code APE, activité principale exercée, qui va faire la part des choses et qui va vous dire on va devant telle ou telle section. Et donc il y a une compétence d'attribution également. S'il y avait un problème par rapport à la compétence d'attribution et une difficulté sur les sections, on saisirait le président du conseil qui rendrait une ordonnance et qui dirait non, ce dossier-là doit être de la section encadrement, pas en industrie ni en commerce, etc. Règles de procédure. Euh, c'est un des rares endroits où la procédure peut être orale, ce qui peut surprendre. Il faut savoir que depuis pas mal d'années, les intervenants au niveau du conseil de prud'homme ou des conseils de prud'homme sont des professionnels. Il y a beaucoup d'avocats, mais rien n'empêche un salarié, un employeur d'intervenir lui-même ou un défenseur syndical d'intervenir et d'accompagner un demandeur devant le conseil de prud'homme. Ce n'est pas réservé aux avocats. Donc oralité des débats, oralité de la procédure, et en même temps, c'est le cas de le dire, respect du contradictoire ou respect de la contradiction. Contrairement à ce qu'on peut voir à la télé ou dans certains films, on n'est pas du tout avec l'arrivée à la dernière minute d'un intervenant, d'une attestation, d'un témoin. Ça fonctionne pas du tout comme ça. La règle du jeu est simple, tout doit avoir été échangé contradictoirement. Les éléments de fait, les dossiers, les conclusions, l'argumentation, les points de droit. Ce qui me fait penser que pour être conseiller prud'homal, si ça vous intéressait, si ça vous intéresse, il y aura des nouvelles désignations en fin 2025 pour 2026. Ce sera un mandat de 4 ans. Il n'y a pas besoin d'être spécialisé en droit du travail pour faire ou devenir un conseiller prud'homal correct ou en tout cas à peu près compétent. Des formations sont prévues. Des formations sont prévues pour les conseillers prud'homaux. Il y a 5 journées de formation dispensées par l'École nationale de la magistrature. Donc, sur ces 5 journées, il y a trois en distanciel, 2 en présentiel. Donc, il y a une formation, une sensibilisation, une initiation. L'autre aspect, c'est que les organisations patronales, comme les organisations syndicales, bien sûr, procèdent à une formation régulièrement. Voilà pour la présentation de la juridiction, le déroulement d'un dossier, le déroulement d'une affaire, saisine, j'allais dire administrative, gratuite. Ne vous faites pas piéger par certains petits malins qui font payer l'inscription devant le conseil de prud'homme. C'est tout à fait gratuit, gracieux, donc il est hors de question de payer quoi que ce soit. Bon, évidemment, si c'est un avocat, ce sera différent. On saisit le bureau de conciliation, l'idée est d'orientation, bureau de conciliation et d'orientation, BCO. L'idée de cette procédure, c'est d'essayer de rapprocher les points de vue et de trouver un terrain d'entente, une conciliation. Le problème, c'est que au niveau national, si on ne concilie pas davantage que 15% des dossiers ou des affaires elles-mêmes.
En bureau de conciliation, on aura un employeur, un salarié, enfin un membre de l'élément employeur, un membre de l'élément salarié, président tantôt l'un, tantôt l'autre. Et donc, c'est une audience qui se passe à huis clos. Et on essaye donc de rapprocher le point de vue. On y arrive, le dossier se terminera là. On peut avoir un intérêt à concilier. Une entreprise comme le salarié peuvent avoir intérêt à concilier. On ne concilie pas beaucoup, comme je vous disais, donc on va devoir renvoyer l'affaire devant un bureau de jugement qui, lui, sera composé de deux employeurs et deux salariés. Deux employeurs, deux salariés. Le, le président, pareil, sera un salarié. Tantôt, la semaine suivante, sera un conseiller de l'élan salarié. L'audience est publique. On écoute les affaires dans le cadre d'une plaidoirie, donc avec en général recours à l'avocat. Donc les avocats vont s'exprimer, parole d'abord à la demande, réponse à la défense, et puis il peut y avoir des questions, il peut y avoir dans le cadre du dossier donc des questions du bureau de jugement. On est quatre, il faut se mettre d'accord à quatre, c'est la majorité qui l'emporte. Pour se mettre d'accord à quatre, il faut que les au moins trois sur les quatre juges ou magistrats non professionnels, conseillers, soient d'accord. On a donc parfois des blocages, et la machine est un peu grippée, et on a des blocages, et il faut, pour débloquer la décision, c'est-à-dire deux employeurs contre deux salariés, la situation, donc c'est une situation de blocage. Pour débloquer la situation, on fait appel à un magistrat de l'ordre judiciaire et du tribunal judiciaire. Donc il va y avoir une nouvelle audience, les parties vont être de nouveau convoquées, et puis là, normalement, le juge départiteur, c'est comme ça qu'on l'appelle, va pencher d'un côté, il va prendre la décision employeur ou la position des salariés. Il rédigera le jugement et le jugement après sera susceptible d'appel dans la mesure où il y a au moins une demande de 5 000 € pour la possibilité d'appel en prud'homme. Excuse-moi, Philippe, tu as oublié de tourner ta slide. Du coup, on est toujours sur la présentation de la jeune. Voilà. Donc Merci la beaucoup. saisine gratuite, le dossier. Depuis 2015, il faut faire un dossier avec déjà la motivation, expliquer et donner des éléments. Ce qui d'ailleurs, on verra peut-être avec l'avenir de la profession, de la juridiction, ça freinait un peu le nombre des dossiers. Donc il faut remplir un dossier déjà. Les intervenants, je vous en ai dit un mot, pas forcément. Ça peut être les parties elles-mêmes qui se présentent. On peut être accompagné d'un avocat. On peut également avoir un défenseur syndical ou un membre de l'entreprise, un autre salarié, donc un membre du CSE plus à l'aise, par exemple, sur la parole et sur la matière de droit social, sur la matière sociale, pourrait intervenir. Bureau de conciliation d'orientation, première étape. Hormis deux cas, c'est les ruptures enfin, les requalifications de contrat à durée déterminée. Sinon, on va donc là, on va directement devant le bureau de jugement. L'affaire est portée directement devant le bureau de jugement. Et puis, il y a tous ces dossiers qu'on appelle les prises d'acte de rupture du contrat de travail. Hein, c'est le salarié qui dit, moi, j'arrête de venir chez vous, je ne travaille plus chez vous, je n'émissionne pas, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Je suis harcelé, vous ne me payez pas correctement mes salaires, etc. Je ne travaille plus dans cette ambiance-là, j'arrête de travailler. Et là, dans le cadre de cette prise d'acte, on saisit directement le bureau de jugement qui, théoriquement, devrait statuer dans le mois, mais là, c'est pratiquement rarement possible. Une fois qu'on a eu le bureau de jugement à 4, on se retire pour délibérer, on prend date, et à 4, on trouve une décision dans le cadre d'un délibéré, qui est secret, bien sûr. On peut décider de mesures d'instruction. On n'a pas assez d'éléments dans le dossier. Il nous faut avoir tel ou tel document. On a par exemple des mesures d'instruction où on doit faire défiler à la barre des témoins. On va demander des expertises par rapport à tel ou tel dossier, notamment dans le cadre d'inaptitude. On pourrait avoir ça. Et puis il y a cette situation qui est une situation d'échec, qui n'est pas bonne du tout à mon avis en tout cas, mais qui arrive malheureusement. C'est le blocage de la décision. Deux employeurs ne se mettent pas d'accord avec deux salariés et on est dans une situation de départition, de départage, et donc on fait appel à un juge professionnel, cette fois-ci un magistrat de l'ordre judiciaire, du tribunal judiciaire. Déroulement d'une affaire. Ensuite, il peut y avoir appel, bien sûr, hein, dans la mesure où il y aurait au moins 5 000 € demandés, ce qui est assez courant, hein, les dossiers pour une contestation de licenciement, même s'il y a eu le barème de limitation des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Bon, on est quand même très vite à 10, 15, 20 000 € ouais, en section encadrement, 100 000 €, 200 000 €, c'est tout à fait possible. Voilà pour le déroulement d'une affaire.
je peux passer hop, au donc l'exécution du jugement. On a on a une belle décision. Bah, il faut la faire exécuter. Donc l'employeur peut traîner les pieds. À ce moment-là, on va dépêcher un huissier pour exécuter le jugement, faire exécuter le jugement. Une partie du jugement peut être exécutoire de droit, tout ce qui est salaire notamment, dans la limite de 9 mois de salaire. On peut, quand on pressent que l'employeur n'est pas de très bonne foi, il peut y avoir des notions d'astreinte, l'obliger à remettre des documents de Pôle emploi, le certificat de travail, notamment l'attestation Pôle emploi, sous astreinte, donc une peine. Donc on assortit la décision d'une astreinte, c'est-à-dire sous astreinte de 20, 30, 50 euros par jour, par jour de retard, il faudra remettre tel ou tel document. Voie de recours, en général, l'appel. Le taux de ressort, 5 000 euros pour aller au second degré. Les délais, alors là, on pourra peut-être en dire un mot avec l'avenir de cette juridiction. Conseil de prud'homme, en tout cas, Pau, une année. Cour d'appel de Pau, on rajoute 2 années. Donc 3 ans pour avoir une décision quasi définitive. C'est assez long. La durée moyenne en France est de 16 mois, 16 mois,3 d'ailleurs. Donc c'est un peu long, mais il faut savoir que c'est surtout lié aux parties elles-mêmes et aux avocats qui vont avoir besoin de temps pour établir leur dossier, constituer leur dossier. C'est pas la juridiction elle-même qui est lente, c'est plutôt les parties qui disposent de temps, c'est elles qui donnent un peu le calendrier, le sablier. Moi, il me faut 3 mois pour remplir, pour être prêt. En partie en défense, on va dire, mais moi aussi, il me faut 3 mois. On va faire un point de l'échange des pièces dans le cadre d'une formation justement qu'on appelle l'orientation, le bureau d'orientation. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Non, il faut encore du temps. Donc on va laisser encore du temps, on va redonner des délais. Et tout ça, ça nous fait dépasser des délais moyens de plus d'une année. Et enfin, au niveau palois, en tout cas, c'est une année. Et au niveau national, on est à 16 mois. Il existe une formation particulière, la formation de référé pour tout ce qui est urgence, la remise de documents, la remise d'un certificat de travail, le paiement de salaire. Donc ça, c'est la formation de référé, composée de deux juges, d'un conseiller employeur et un conseiller salarié. La compétence est très claire, c'est il ne faut pas qu'il y ait de contestation sérieuse. Dès l'instant où la formation de référé a connaissance de contestations qui seront développées par la partie adverse en défense, eh bien, elle ne sera plus compétente et donc elle devra renvoyer au fond. Et on a, depuis quelques années, on a eu la chance, si je puis dire, d'avoir, on ne sait pas trop pourquoi, à statuer sur des contestations d'avis d'inaptitude. Donc, avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, eh bien, on va contester, employeur ou salarié peut avoir un intérêt à contester l'avis d'inaptitude, il va se tourner vers la formation de référé, qui va statuer dans le cadre d'une procédure de formation accélérée sur l'avis d'inaptitude, sur la nomination d'un expert par rapport à l'avis d'inaptitude, puisque moi, j'ai pas fait médecine, hein, les conseillers en référé ne sont pas des médecins du travail, donc il y a contestation des avis d'inaptitude au niveau de la compétence de la formation de référé. Déroulement d'une affaire, on peut y revenir si ça a été trop vite. On a retenu 3 dossiers d'actualité par rapport au contentieux possible. Donc la maladie et le congé payé, je pense que vous en avez entendu parler largement. L'inaptitude, on pourra en dire un mot. Et puis il y a la notion également d'abandon de poste, on a retenu pour un panel trop compliqué. Un mot sur la maladie et le congé payé. Donc depuis pas mal d'années, au niveau européen, une directive a existé qui donne le droit au repos, le droit au congé payé, de 4 semaines d'ailleurs, et qui instaure ce droit-là, qu'on soit malade ou pas. Au niveau européen, on estime que quand on est malade, on n'est pas, alors c'est sûr, on n'est pas au travail, mais on n'est pas non plus, on ne doit pas être privé de ses droits au congé payé. Donc cette directive, elle est très ancienne puisqu'elle est de 2003 et l'exécutif, les gouvernements successifs n'ont pas retranscrit cette directive. Alors que de façon annuelle, la Cour de cassation a tiré l'attention des différents exécutifs sur la nécessité de retranscrire cette directive parce qu'un beau jour,
quand ça, la directive ou la décision tombera, eh ben, les entreprises vont se trouver très mal positionnées par rapport à ça. Pour l'anecdote, il faut savoir que le MEDEF chiffre à 2,5 milliards le coût de cette décision-là. Ça s'est passé en deux temps. Au mois de juillet, pendant les vacances, trois organisations syndicales avaient saisi la Cour administrative d'appel pour forcer l'administration à appliquer ces directives, à les retranscrire. Chacune des trois organisations a perçu la somme de 10 000 € d'ailleurs. Donc les organisations ont gagné leur procès, l'administration l'a perdu, et pour cause. Et puis on a de façon beaucoup plus récente, 13 septembre, là c'est tombé, le verdict, le coup près est tombé, la maladie donne droit à du congé payé. Les arrêts de travail pour cause d'accident de travail, maladie professionnelle ne sont plus limités à un an pour donner droit à du congé payé. Et puis va se poser la question de la prescription par rapport à cette nouvelle décision qui fait jurisprudence, qui est d'application directe, et plusieurs cours d'appel ont eu à se prononcer, et les cours d'appel s'alignent sur les décisions de la Cour de cassation et condamnent les entreprises à payer les congés payés, même à l'occasion de périodes de maladie. La prescription à aujourd'hui, elle est de 3 ans. Donc on peut revenir 3 ans en arrière sur un dossier où on soit encore dans l'entreprise ou qu'on ait quitté l'entreprise, on peut revenir, on a été malade, 2 ans, 6 mois, 3 mois, etc., eh bien, on va valider 2 jours et demi de congés payés par mois de maladie. Et donc, on a aujourd'hui des dossiers. Moi, j'en ai eu très vite en octobre, où une salariée demandait 8 jours et demi de congés payés. Bon, c'était pas une trop grosse somme, donc on a préféré régler. Aujourd'hui, les positions sont un petit peu différentes. On est en attente d'un texte, parce qu'il nous faut absolument un texte. Le Code du travail n'a pas bougé là-dessus. Donc, il nous faut absolument un texte qu'on nous a promis pour le premier semestre 2024 où on viendrait préciser peut-être la durée de l'absence maladie. La prescription, on la réduirait peut-être à 15 mois, c'est ce qui est en cours de discussion. Et pour ce faire, on attend la position du Conseil constitutionnel. Donc, il a été saisi ce Conseil constitutionnel par un petit conseil de prud'homme, celui de Hoche, dans le Gers, et puis le gouvernement également a saisi le Conseil constitutionnel pour voir un peu ce qu'on peut en faire, nous, et limiter le risque pour les entreprises, puisque c'est là tout l'objet et le sujet. Donc, maladie congé payé, donc vous risquez de regarder ça. Au niveau du risque, eh ben, donc il existe, il est patent, il est existant. Il faut regarder qu'on conseille en entreprise, c'est de voir un peu l'ampleur des dégâts, voir ce qu'il y a des risques potentiels chez vous, de salariés ayant été en maladie et toujours salariés ou n'étant plus salariés d'ailleurs, le risque est le même. Et donc, en fonction de l'importance, soit on va, et du montant de la demande, soit on va préférer accepter la demande de congé payé, de rappel de congé payé, ou au contraire, on va développer un contentieux, laisser gagner un peu de temps et puis peut-être avoir les textes de 2024, sachant qu'aujourd'hui, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'applique. Voilà un mot sur le congé payé, mais c'est de l'actualité. La maladie et les congés payés. Inaptitude, on l'a un petit peu abordé avec la formation de référé. On a un avis d'inaptitude, il est rendu par le médecin du travail. On a 15 jours pour le contester. L'employeur, comme le salarié, pourrait décider de contester l'avis médical du médecin du travail. Dans les entreprises, ce qu'il faut surveiller de près, c'est la recherche de reclassement. Il faut absolument, hormis 2 cas de dispense de reclassement, il faut aller rechercher un reclassement. Et dans ce reclassement, il ne faut pas oublier d'associer le CSE, les membres du comité social et économique. Il ne faut pas leur dire, voilà, c'est pas une chambre d'enregistrement, voilà le reclassement auquel on a pensé. Il faut absolument fournir l'avis d'inaptitude au CSE, la fiche de poste, le contrat de travail, et puis associer les membres du CSE à la recherche de reclassement. Ça, c'est un point important. Dans les entreprises, on pense que comme l'avis d'inaptitude déclenche un délai d'un mois pendant lequel on ne paye pas on supporte pas de rémunération, les entreprises pensent qu'il faut aller très vite parce qu'à l'issue du mois, un mois et un jour, il faut reprendre de la rémunération. Et elles confondent un peu vitesse et précipitation par rapport à ça. C'est deux délais différents. Le délai de reprendre après un mois, une semaine ou 2 semaines de rémunération, c'est pas gravissime. Par contre, il faut surtout soigner la recherche de reclassement. Ça, c'est un élément de procédure important. Et on a
dans le cas de l'inaptitude, pas mal de contentieux, notamment sur la recherche de l'origine professionnelle ou pas du contentieux, de l'inaptitude, puisque si elle est déclarée d'origine professionnelle, on va devoir payer le préavis, l'entreprise va devoir supporter le coût de l'indemnité de préavis et surtout, on va doubler l'indemnité de licenciement, l'indemnité du Code du travail. On a retenu également l'abandon de procédure comme sujet d'actualité, donc avec une origine un peu curieuse sur la réflexion et sur la mise en place de cet abandon de poste qui serait synonyme de démission, qui serait présumé être une démission. Enfin, j'avoue qu'à mon niveau, j'ai du mal à comprendre la réflexion par rapport à ça, puisque en fait, la réflexion est la suivante. Il faut regarder l'équilibre du régime Pôle emploi, le régime UNEDIC, comme il est déséquilibré, il faut essayer de faire en sorte de le rééquilibrer ou de trouver un meilleur équilibre. La réflexion d'origine, c'est que les abandons de poste conduiraient forcément au licenciement qui lui-même donnerait lieu à des versements d'allocations pour Pôle emploi. On n'a jamais obligé un employeur à licencier, donc la réflexion d'origine est un peu curieuse. Si l'employeur ne veut pas licencier, ben, il gardera la personne qui est en abandon de poste, en absence prolongée et injustifiée. Il peut très bien le garder aux effectifs et ne jamais prononcer le licenciement. Il peut très bien garder aux effectifs la personne qui n'est plus là. Elle ne travaille pas, elle n'est pas payée. Normalement, elle ne doit pas pouvoir s'engager ailleurs. Donc l'origine de la réflexion est un peu curieuse, mais en tout cas aujourd'hui, elle existe. Elle a fait son entrée dans le Code du travail. On rappelle la procédure. Il faudrait donc laisser mettre en demeure le salarié de justifier de sa raison, pourquoi il est absent. Lui laisser le temps minimal hein, d'une mise en demeure. On peut en faire une deuxième également. Il y a des motifs légitimes d'abandonner ce poste, notamment des situations de harcèlement. On signale donc que le salarié est en abandon de poste et lui, contrairement à la position de la Cour de cassation qui, elle, pour elle, la démission ne se présume pas, et bien dans son texte-là, on estime que l'abandon de poste est présumé constitutif d'une démission, et donc on peut contester également devant le Conseil de prud'homme. Voilà pour boucler un peu la boucle par rapport à ces trois sujets que nous avons retenus. Si vous avez des observations, des questions, si vous voulez qu'on voit d'autres sujets, vous me dites. Je suis à votre disposition en tout cas. Je sais que déjà, il y avait Nelly qui se questionnait sur la problématique du harcèlement, à savoir comment est traitée cette problématique-là par le Conseil des prud'hommes. Peut-être que tu peux apporter une réponse, Philippe. Alors, on a, contrairement à ce qui se passait, donc le harcèlement, c'est une notion qui arrive dans les années 98. Il y a un livre de Marie-France Etchegoyen qui a euh, évoqué cette notion de harcèlement, harcèlement moral dans un premier temps, harcèlement moral. Le législateur ensuite s'en est emparé, mais il n'a pas été très inspiré puisqu'il nous a pas dans la définition dans le Code du travail sur la notion de harcèlement moral, si je le trouve, reprend exactement la locution elle-même de harcèlement moral. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Euh, Contrairement à ce qu'on pouvait penser, on n'a pas été submergé par des questions de harcèlement moral en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme donc puisqu'on n'a pas eu une définition légale au plan légal, on a de la jurisprudence qui nous donne quelques exemples, des insultes régulières, des réflexions déplacées, des menaces de licenciement, l'inverse du burn-out, le bore-out, où on donne plus de travail à la personne, on l'isole, on l'associe plus aux réunions, par exemple. Donc, des situations de harcèlement, c'est ça, donc de malaise au travail. Ça peut se traduire par notamment la saisine du CSE par rapport à son droit d'alerte. Le CSE donc, peut se saisir du droit d'alerte, de son droit d'alerte, d'une situation de harcèlement, d'atteinte aux libertés, et notamment au fait que la personne serait harcelée. Et donc, on aurait en Conseil de prud'homme à juger si oui ou non le harcèlement est reconnu. Et on pourrait à ce moment-là, si la situation dégénérait en inaptitude, trouver à ce moment-là une origine professionnelle à l'inaptitude à travers ce harcèlement, à travers ce management toxique, agressif, etc. Merci, Harcèlement Philippe. moral. Et l'autre harcèlement, c'est sexuel et agissement sexiste. Là aussi, on a des approches issues de la jurisprudence où ça peut aller de la simple. Donc, c'est normalement des agissements répétés. Ça peut être des agissements donnés
tenu par différents membres. Il peut être vertical, horizontal, le harcèlement, hein, ça peut être d'égal à égal. C'est pas forcément le supérieur hiérarchique. Il peut être concerner des gens du même sexe. Ça, non plus, c'est pas interdit. Et puis, donc, on a des manifestations comme des expressions, des histoires un peu graveleuses, à la limite, la main sur l'épaule, bon, la main sur la cuisse, on peut avoir des choses comme ça, ou le salarié qui dit à sa collègue, oh, tiens, t'en as une belle robe, c'est pour moi que tu la portes, etc. Après, il peut y avoir toutes les invitations plus ou moins insistantes, à aller boire un verre ou à sortir, ou etc., quoi. Donc, du harcèlement sexuel, c'est pas le gros des troupes au niveau des contentieux, hein, prud'homo, hein. Voilà. Si vous précisez la question, n'hésitez pas, comme ça moi je préciserai également la réponse là-dessus par rapport au harcèlement. Merci Philippe. Peut-être que tu peux faire un petit focus sur les différents risques prud'homo et toi, quels conseils tu pourras apporter pour bien et mieux les anticiper? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des principaux risques? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir donc le harcèlement, ça, on l'a vu, on a évoqué, l'abandon de poste aujourd'hui, l'histoire du congé payé, donc ça, il faut le regarder très, très de près en tout cas. Rupture conventionnelle, ça c'est limité au niveau du contentieux. On peut avoir dans la section de l'encadrement, on a le problème des remises en cause des conventions de forfait en jour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près dans les entreprises ou dans vos entreprises. Il faut d'abord, un, qu'il y ait un accord collectif pour avoir une, une convention de forfait en jour. Il faut surtout tenir les entretiens annuels. Parfois, on en fait deux d'ailleurs. Entretiens annuels pour vérifier que la charge de travail n'est pas démesurée par rapport à cette notion de forfait jour. Ça, il faut faire attention à ça. Il faut également veiller à ce que le repos hebdomadaire et quotidien soit donné. Faut surveiller ça de près au niveau des conventions de forfait, parce que si la convention de forfait jour est annulée, ça va donner lieu à l'ouverture de droits en matière d'heures supplémentaires. Heures supplémentaires, prescription 3 ans. Heures supplémentaires, on a affaire à des cadres. Donc les dossiers contentieux de remise en cause de, de conventions de forfait jour sont très lourds et très, très, très coûteux en tout cas et très risqués pour l'entreprise. On a les contrats à durée déterminée aussi, hein, avec bon, les motifs qui sont pas très clairs, ils sont pas très précis. Si le contrat n'est pas écrit, il sera d'autorité requalifié en contrat à durée indéterminée, hein. On peut avoir donc, il faut faire attention à bien respecter, à avoir un écrit, à avoir un motif de recours qui correspond bien au cas prévu par le Code du travail et ils sont limitativement prévus par le Code du travail. Les renouvellements aussi de contrats à durée déterminée, il faut faire attention. Du contentieux, on peut l'avoir également sur le temps partiel, qui n'est pas très souple. Il faut faire attention aux modifications, au fait de modifier la répartition des heures qui sont prévues à l'origine. Il y a des cas de refus, ce n'est pas un cas de sanction, encore moins un cas de licenciement. Donc, il faut faire attention à ces, euh, à ces contrats sur le temps partiel. Ce n'est pas très souple. Et c'est là qu'on les passe, nous, on les juge au niveau de notre section des activités diverses pour les employeurs particuliers. Je vous en ai mis un mot tout à l'heure. Voilà les principaux contentieux. Il n'y a pas que la rupture, on a les horaires de travail, la durée du travail, le harcèlement, notamment. Merci Philippe. Moi, j'avais une petite question à te poser sur l'avenir de la juridiction. Au cours des dernières années, on a pu constater qu'il y avait justement une baisse du nombre de contentieux. Est-ce que toi, tu as une explication à fournir ou quel est le contexte en fait? Alors, l'avenir oui, l'avenir, on va essayer d'être optimiste. Je pense que de cette juridiction, l'élément employeur, les syndicats de salariés comme les représentants patronaux sont très attachés au système. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la menace qui plane sur les conseils de prud'homme, c'est la notion de départition. On ne se met pas d'accord et ça gêne beaucoup parce que ça fait des délais importants, ça fait des coûts importants puisque tôt ou tard, il faudra aussi euh, prévoir la rémunération du magistrat professionnel, sachant que les conseillers prud'homaux perçoivent des vacations, mais elles ne sont pas énormes. Donc ça, c'est la menace de blocage des dossiers qui prennent du temps, qui sont coûteux, qui font appel tôt ou tard à un juge professionnel, donc autant l'avoir d'origine, par exemple. Pour le pôle social, on a une juridiction qui siège de la façon suivante, un magistrat professionnel, un assesseur employeur, un assesseur salarié. Ça, c'est ce qui guette le conseil de prud'homme, c'est ce qu'on appelle l'échevinage, on appelle ça comme ça.
L'autre aspect important, c'est le taux d'appel qui est près de 63% des décisions prud'homales. Donc ça fait un taux d'appel important. Ça veut dire que on n'est pas content de la décision. Donc ça veut dire qu'on va reprendre encore des délais. Pour ce qui est du nombre de contentieux, il a très fortement baissé sur les dernières années. Depuis 2009, on les chiffre. Alors, l'arrivée des ruptures conventionnelles. Hein, on était sur plus de 200 000 contentieux. On est passé aujourd'hui à peine plus de 100 000. La rupture conventionnelle, donc c'est ce qui explique la baisse des contentieux, mais c'était l'objectif aussi des partenaires sociaux, donc ça c'est atteint. On a une difficulté qui est liée à la présentation du dossier. Il faut déjà motiver les demandes, il faut apporter des éléments, donc ça freine un peu. Et puis on a le fameux barème des indemnités liées au licenciement abusif, où on a un barème avec un plancher et surtout un maximum. Et ça limite l'intérêt d'un contentieux. Donc ça explique la baisse des nombres des affaires au niveau national. Merci Philippe.